Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée aujourd'hui par Stéphane Vernet, qui dirige la rédaction parisienne de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et on va commencer Bonjour. par évoquer les violences policières et l'enquête autour de la mort de Cédric Chouviat, ce libraire parisien qui est mort en janvier dernier à la suite d'une interpellation, d'un contrôle de route routier policier. On a appris hier le contenu de cette interpellation très musclée. Cédric Chouviat aurait crié à 7 reprises « j'étouffe » aux forces de l'ordre. On a appris également que les policiers mis en cause avaient été entendus en garde à vue la semaine dernière. Est-ce qu'il faut des poursuites judiciaires fortes dans cette affaire? Bien sûr. Bien sûr, on ne devrait jamais mourir pour un simple contrôle routier. Est-ce que Cédric Chouviat présentait une menace grave pour les policiers qui l'ont interpellé? D'après ce que l'on sait, non. Est-ce qu'il était armé? Non. Est-ce qu'il était lui-même dans une forme de résistance violente par rapport aux policiers? Pas davantage. Et là, effectivement, la vidéo qui maintenant circule, etc., fait apparaître le fait qu'un homme dise à 7 reprises « j'étouffe » et malgré tout, il a continué à étouffer, il est mort. Donc évidemment, ça ne peut pas rester ça ne peut pas rester impuni. Il y a des sanctions qui doivent s'appliquer parce que la police républicaine, elle doit appliquer des principes républicains. Et la République, ça n'est pas ça. Est-ce qu'on est assez sévère envers les violences policières aujourd'hui en France? Il y a des questions à se poser, notamment, moi je souhaite l'indépendance de l'IGGN et de l'IGPN. Je souhaite que nous ayons un contrôle qui s'effectue de manière totalement indépendante, impartiale, parce qu'il y a beaucoup de plaintes et il y a peu de condamnations. Et ça laisse penser qu'aujourd'hui, quand la police est à la fois juge et partie, eh bien, elle a des tolérances qui ne sont pas tolérables en République. Et donc, il y a effectivement un problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les vidéos dont on parle ce matin elles sont rendues publiques ou apparaissent aussi tard? Est-ce qu'on est dans un délai normal, à votre avis, ou on n'aurait pas pu le savoir plus tôt, ça? On aurait pu le savoir plus tôt. Maintenant, je ne sais pas comment, pourquoi et pour quelles raisons ça arrive si tard, mais ce qui est sûr, c'est que c'est affligeant et qu'on ne peut pas... Enfin, si on veut aujourd'hui avoir une police qui soit respectée, il faut que la justice passe, y compris quand il s'agit de policiers. Tout le monde sait que c'est un métier difficile, tout le monde sait que c'est un métier extrêmement exigeant, et tout le monde, ils méritent notre reconnaissance pour ce qu'ils font. Et je n'oublie pas qu'il y a quelques années à peine, le chanteur Renaud embrassait un flic, lui qui les avait si souvent conspués, parce qu'ils étaient ceux qui nous protègent aussi contre le terrorisme, contre la délinquance, contre le banditisme. C'est une évidence. Mais ça ne donne pas un permis de tuer. Voilà, et donc ça suffit à ce qu'on se reprenne tous et qu'on se pose la question de la doctrine du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que tout est affaire de proportionnalité. Vous ne pouvez pas accepter l'idée aujourd'hui que le LBD puisse être utilisé dans une manifestation qui a face à vous des gens qui manifestent pour la plupart de manière pacifique. Est-ce que vous accepteriez que votre enfant, lycéen, collégien, qui met des poubelles devant son lycée ou son collège, se retrouve avec un œil éborgné parce que tout simplement les policiers ont jugé que c'était finalement un moyen qui était mis à leur disposition? Moi, je crois que non. Non, il faut qu'il y ait à chaque fois un lien entre la menace et les moyens qui sont utilisés. Et quand je regarde ce qui se passe dans nos pays voisins, qu'est-ce que je vois? Je vois que la doctrine de maintien de l'ordre est totalement différente, qu'on maintient à distance les manifestants avec, par exemple, des jets d'eau, qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de menace létale. Or, en France, ce qui est apparu progressivement, c'est qu'il y a un risque à manifester. Ça n'est pas normal, c'est une liberté constitutionnelle. Alors, vous avez demandé la création d'une commission d'enquête sur les violences policières à l'Assemblée nationale. Où en est la création de cette commission? Alors, ça doit être fait dans les prochaines heures. C'est une commission qu'on ne souhaite pas limiter d'ailleurs aux seuls policiers. Il s'agit de se poser la question pour l'ensemble de ceux qui ont un pouvoir régalien aujourd'hui et qui peuvent être parfois se laisser aller au racisme, à la discrimination, à la violence, à l'humiliation. Et donc, et pas seulement d'ailleurs dans les quartiers populaires. Il s'agit de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on arrive effectivement à ce qu'on a appelé une république exemplaire. Exemplaire, ça veut dire que ceux qui représentent l'État, ses agents, doivent être à tout moment sa représentation, et donc ils doivent être dans une forme de rappel de ce que sont nos règles communes, et donc que ce soit à Pôle emploi ou que ce soit dans la police, partout,
on doit être indiscutable. Et personne ne peut être dans la discrimination, comme ça a été parfois révélé. Donc cette commission d'enquête va être créée dans les prochaines heures à l'Assemblée. Oui. Et qui va la diriger? Est-ce que c'est La République En Marche? Est-ce que vous aurez un rôle de rapporteur? Vous savez que la règle, c'est qu'on a soit la présidence, soit le rapport. Je ne sais pas encore ce que moi je préférais qu'on ait le rapport. Mais donc tout ça est à déterminer avec la conférence des présidents. Vous avez évoqué l'indépendance de l'IGGN et de l'IGPN, la doctrine, les outils employés. Quelles sont les mesures quelles sont les autres mesures qui pourraient améliorer les choses? Par exemple, là on voit que la vidéo joue un rôle crucial dans l'affaire Chouviat. Est-ce qu'une caméra piéton, par exemple, l'équipement des policiers d'une caméra piéton, ce serait une bonne mesure? Absolument. C'était l'une des dernières mesures prises par le gouvernement précédent et qui n'a pas été malheureusement suivie des faits. Donc aujourd'hui... Et pourquoi ça n'a pas été suivi des faits? Pourquoi ça a été Je ne sais abandonné? pas pourquoi. L'autre jour, je discutais avec une policière qui m'a montré sa caméra. Je dis, vous avez été équipé, vous? Elle me dit, ah non, pas du tout. En fait, cette caméra, c'est moi qui me la suis achetée toute seule. Parce que je préfère avoir cette caméra piéton qui... me protège aussi et qui permet de dire que effectivement je n'ai pas été au-delà de ce que sont mes prérogatives. Et je trouve que c'est une bonne mesure, mais malheureusement c'est aujourd'hui cette policière qui se l'est achetée elle-même. Donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur ne met pas en œuvre les lois précédentes votées dans les gouvernements précédents? Il faut croire qu'aujourd'hui le ministre parle beaucoup mais n'agit pas forcément. Qu'est-ce que vous pensez du récépissé lors des contrôles de police? Est-ce qu'il faut le mettre en place? Oui, je crois que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait. Donc c'est une erreur du gouvernement socialiste de François Hollande? Oui, je pense que c'est une erreur. Nous n'avons pas voulu le faire parce que nous avons jugé à cette époque que c'était peut-être trop en demander et que les policiers, dans leur majorité, étaient plutôt hostiles. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent aujourd'hui, c'est que c'est non seulement une protection pour les gens qui sont visés, mais c'est aussi une protection pour la police elle-même. C'est l'assurance d'avoir une police qui n'est plus jugée comme discriminatoire, mais qui est une police qu'on juge tous comme républicaine. Or, le lien entre les Français et leur police, il est essentiel. Dans un état de droit, c'est essentiel. On ne peut pas accepter l'idée qu'il y a un divorce croissant entre une part de la population et la police. Alors, parlons de l'actualité judiciaire et de l'affaire Fillon qui est relancée après les propos de l'ancienne procureure nationale financière, Éliane Houlette, qui a dénoncé des pressions de sa hiérarchie judiciaire. Si ces faits sont avérés, ça veut dire que le gouvernement socialiste de l'époque a essayé d'influencer la justice? À quelle fin? À quelle fin? Pour éliminer François Fillon de la présidentielle. Je ne suis pas sûr que dans la dernière élection présidentielle, les socialistes aient été en mesure de l'emporter. Je ne vois pas très bien pourquoi nous aurions poussé qui que ce soit pour essayer de détrôner un candidat de droite, alors même que nous étions très bas dans les sondages et que nous savions très bien que cette présidentielle n'était pas gagnable. Mais pour essayer de qualifier un candidat plus proche de François Hollande comme Emmanuel Macron, par exemple? Je ne sais pas si on peut le qualifier ainsi. À l'époque, en tout cas. Et par ailleurs, si on veut bien en revenir non pas à la spéculation, mais aux faits, la réalité, c'est est-ce qu'il y a une affaire Fillon? Il y a une affaire Fillon. Est-ce qu'il y a eu un emploi fictif? C'est vraisemblable. Et les soupçons qui pèsent sur le travail qu'a effectué ou pas sa femme, ils sont assez larges et partagés. Donc, voilà, je sais bien qu'on aime bien les affaires dans l'affaire, mais la vraie affaire, c'est l'affaire Fillon. Et on rappelle que le jugement n'a pas été rendu. Et le jugement n'a pas été rendu. C'est pour ça que je suis prudent. Il y a certes une affaire en cours, mais est-ce qu'il n'y a pas une question de justice à deux vitesses? Est-ce que la justice n'a pas été très rapide, précisément, dans le cas Fillon? C'est ce que dit par exemple un Bruno Retailleau, qui était le directeur de campagne de François Fillon à l'époque. Le sénateur Retailleau dit qu'il y a eu une instrumentalisation de la justice par le pouvoir dans cette affaire. Et il parle de régime de défaveur. Je croyais que M. Retailleau était jusqu'ici pour une justice rapide. Il voulait que ce soit une justice qui soit la plus rapide possible, parce qu'il dit il y a trop de délais entre le moment où les gens sont appréhendés et le moment où ils sont jugés. Là, justement, il a été entendu. Écoutez, pourquoi se plaint-il? Alors Olivier Faure, on va parler d'écologie et de la Convention citoyenne pour le climat qui a remis ses propositions au gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que cette Convention citoyenne pour le climat, lancée par Emmanuel Macron, est-ce que c'est une étape historique dans la transition écologique et dans la démocratie citoyenne? L'avenir le dira, je ne sais pas. J'aimerais, je partage beaucoup de ce qui était dit, et ils ont repris d'ailleurs beaucoup de propositions que nous leur avons faites. Je pense par exemple au crime d'écocide, je pense au grand plan de rénovation thermique que nous avons porté aussi. Et donc il y a dans cette
dans ce collectif qui s'est rassemblé pendant 9 mois, des travaux extrêmement intéressants et qui méritent débat et reprise. Et donc j'espère que ce sera un moment historique de basculement. On parle de mesures bascules, c'est-à-dire des mesures qui permettent de changer complètement de modèle. Bah là, il y a des mesures qui peuvent permettre de faire cette bascule. S'il n'y avait pas trop de mesures, on est dans un bon étiage? Il y a sans doute trop de mesures et sans doute elles ne seront pas toutes adoptées, mais je pense que leur volonté était de dire, voilà, on a réfléchi pendant 9 mois, voilà 150 propositions, maintenant au pouvoir public, aux Français de se saisir de ce débat et de faire en sorte que ça avance. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, à contrario, la Convention a surpris aussi en décidant de ne mettre que 2 points à référendum. Vous en auriez mis plus, par exemple? Donc on le rappelle, le crime d'écocide et l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Mais j'ai trouvé la proposition assez maligne, en fait. Expliquez-nous pourquoi. Parce que tout simplement, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bon, le chef de l'État, il pourrait avoir une petite idée, c'est de dire, je vous mets 145 propositions en débat, et puis, allez, maintenant, battez-vous entre vous, puis on verra bien ce qui ressort. Or, ce que chacun sait, c'est qu'il y a des propositions qui sont faites, qui ne sont pas des propositions faciles, et qui demanderont, en fait, du courage politique. Vous pensez à quoi? Aux 110 km/h sur autoroute, par exemple? Par exemple, je vois la polémique qui est née depuis quelques heures et où chacun fait assaut de prudence, etc. Donc, je vois bien qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse des choix. Et que on est tous écologistes, mais on est tous écologistes pour le voisin. Et dès qu'il s'agit de dire est-ce qu'on prend sa bagnole ou pas, on ne sait plus. S'il faut se chauffer un peu moins, un peu différemment, etc., on ne sait plus non plus. Enfin bref, tous ces sujets-là. Alors on est d'accord pour que la Chine fasse des efforts, que les États-Unis fassent des efforts, que tout le monde fasse des efforts. Mais est-ce que chacun est prêt à en faire? C'est là la question. Et donc là, ils mettent au pied du mur le gouvernement en lui disant maintenant, puisque vous avez annoncé un acte 3, bon, alors, on a déjà vu l'acte 2, on a vu que ça ne ressemblait pas à grand-chose. Donc, si on veut que l'acte 3 soit un acte de courage, eh ben, allez-y, faites. Mais maintenant, c'est pas un acte 3, c'est une nouvelle étape. Voilà, écoutez, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais pour l'instant, on n'a pas vu l'acte 2 non plus. Donc, de toute façon, ou plutôt si, on l'a vu, on a vu que c'était la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites, c'était tout ça social. Et vous croyez au tournant écologique du quinquennat d'Emmanuel Macron? Écoutez, si on se réfère à l'acte 2, qui devait être plus social, si l'acte 3 ressemble à l'acte 2 dans le domaine de l'écologie, on risque d'être déçu. On va parler de social, Olivier Faure, et de la casse sociale avec le groupe Nokia qui a annoncé la suppression de 1233 postes chez Alcatel-Lucent en France. Qu'est-ce que vous proposez pour éviter cette casse sociale inévitable? Mais d'abord, la première chose, c'est que moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait un gouvernement qui cale son agenda sur un agenda qui est purement politique et qui est celui de la relance politique d'Emmanuel Macron. Vous avez compris que, pour l'instant, le gouvernement ne peut pas dire grand-chose parce qu'on attend qu'Emmanuel Macron puisse trouver une fenêtre de communication après les municipales qui vont être un désastre pour lui. Et donc, on attend de voir à quel moment il pourrait faire quelque chose. Et a priori, ce qu'on nous dit, c'est que le plan de relance, c'est un plan qui est renvoyé au mois de septembre. Mais au mois de septembre, c'est trop tard. Le mois de septembre, c'est déjà... Enfin, vous voyez bien que tous les plans se multiplient partout et qu'il y a besoin de dire au monde industriel, au monde des entreprises, aux Françaises et aux Français, quelle est la façon dont on va les aider, comment est-ce qu'on va accompagner, comment est-ce qu'on va faire pour que... comment est-ce qu'on recapitalise celles qui ont un problème de capital, comment est-ce qu'on va faire pour celles qui ont un problème de trésorerie, comment on va faire pour celles qui ont un problème de marché. Et donc, ce qu'il faut faire dans ces entreprises, ça n'est pas licencier. C'est au contraire conditionner l'aide au fait qu'on maintienne l'emploi. Et alors j'entends que le président dit qu'il faudra travailler plus. Mais oui, sans doute qu'il faudra travailler plus, si ça veut dire qu'il faut travailler tous. Mais individuellement, est-ce qu'on doit travailler chacun plus? C'est un contresens. L'évidence, c'est qu'il faut qu'on travaille chacun. Mais si vous travaillez plus et vous faites des heures supplémentaires, vous privez quelqu'un d'autre d'un boulot qu'il pourrait faire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut réduire le temps de travail dans les entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Faire en sorte que le temps de travail réduit, donc ça coûte moins cher à l'entreprise, et que le différentiel soit pris en charge par l'État, comme on l'a fait pour le chômage partiel. Et que pendant cette période-là, on utilise cette période-là soit pour former les salariés sur le temps de travail réduit à de nouveaux boulots dans leur entreprise,
soit parce qu'on pense que l'entreprise n'est pas viable à un niveau d'emploi équivalent à ce qu'il était avant la crise du Covid-19. Et dans ces cas-là, on essaye d'assurer avec eux leur transition professionnelle et faire en sorte qu'ils puissent changer de boulot. Et c'est comme ça qu'on assurera aussi, par exemple, la transition énergétique. Il y a des boulots où, évidemment, on ne retrouvera pas l'activité d'avant. Et même, tant mieux. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas que les salariés soient la variable d'ajustement. Il faut qu'on puisse les accompagner, les aider à changer de job et à faire en sorte que demain, ils soient à nouveau employés ailleurs. Olivier Faure, quelques questions rapides sur la crise sanitaire. Le Sénat a voté le projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, qui est une sortie partielle de cet état d'urgence. Vous vouliez sortir directement de ce régime ? Mais oui, parce que l'état d'urgence, c'est l'état d'urgence. Et quand on n'est plus dans l'urgence, c'est une lapalissade, mais il faut repasser au droit commun. Et or, je ne comprends pas pourquoi on a déconfiné l'économie complètement. En revanche, on n'a pas déconfiné complètement la démocratie. Aujourd'hui, vous avez un état d'urgence qui maintient des règles très strictes, par exemple, sur les manifestations. Alors qui ne sont même pas suivies des faits, en réalité, parce que quand les gens veulent manifester, le pouvoir est incapable de l'interdire. Mais il y a un but justement, politique on affaiblit la parole de l'État aussi. Il y a un but politique à ces règles très strictes sur les manifestations ? Je ne sais pas, je ne veux pas faire de procès d'intention, je dis simplement que c'est absurde. Et ce qui est en cause aujourd'hui, ce sont les libertés publiques. Et ce qu'on voit, état d'urgence après état d'urgence, c'est que la tentation de ce pouvoir, c'est de transcrire dans le droit commun des mesures qui étaient faites pour être des mesures d'exception. Et donc, moi, je suis un partisan de l'état de droit, et je suis aussi attaché à ce que notre pays reste un pays de liberté publique et de grandes libertés qui ont été conquises, et donc je ne veux pas qu'on vienne dessus. Et je vois que mois après mois, année après année, on retranche progressivement, et donc ça n'est pas ce que je souhaite. Ceci dit, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a ni traitement ni vaccin, vous pouvez comprendre qu'il y a aussi la peur d'un retour de la maladie. Bien sûr, mais l'état d'urgence, il peut se décréter, se redécréter demain s'il y a une reprise épidémique. En cas de besoin. En cas de besoin, bien sûr. Et je ne suis pas contre toutes les mesures qui ont été prises, bien au contraire. Je pense quand même que le confinement était trop tardif. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été bien conduites. Et donc, il ne s'agit pas de faire le procès pour le plaisir du gouvernement. Je dis simplement qu'il n'est pas sain, dans n'importe quelle démocratie, de transférer des mesures d'exception dans le droit commun et que finalement on vive avec cette accoutumance à des restrictions sur nos libertés. Olivier Faure, on va parler des élections municipales qui sont plutôt bien parties pour la gauche et pour le Parti socialiste, qui est en passe de conserver ses principaux bastions, Paris, Lille, Rennes et Nantes. Finalement, depuis 2017, votre parti est plutôt affaibli. Conserver et conquérir aussi. Il y a des villes on va parler des conquêtes. Finalement, depuis 2017, le PS est un peu moribond. Est-ce qu'avec ces municipales, c'est la renaissance du Parti socialiste ? D'abord, les grandes idées ne meurent jamais. Et donc, je sais bien que depuis des mois, des années maintenant, on voudrait que la gauche et les socialistes meurent. Et je sais bien que chaque jour, on voudrait clouer un clou supplémentaire à un cercueil que chacun voudrait remplir. Mais la réalité, c'est que il y a aujourd'hui des gens sur tous les territoires qui portent ces valeurs et qui les portent haut et qui ont des politiques publiques qui sont reconnues par leurs concitoyens et que c'est souvent plébiscité par celles et ceux qui vivent dans ces villes. Et donc, oui, c'est un moment de réaffirmation, de renaissance collective, et je le disais, de conquête, parce qu'il y a des villes que nous conservons, bien sûr, très nombreuses, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où nous sommes en conquête. Je pense à Nancy, je pense à Montpellier, je pense à Bourges, je pense à Châtillon, je pense à beaucoup de villes, à Saint-Ouen. Voilà, des villes dans lesquelles nous allons certainement, enfin je l'espère, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais je l'espère, nous gagnerons dimanche prochain. Et vous pensez à Marseille aussi ? Et je pense évidemment à Marseille, je pense aussi à Toulouse, je pense aussi à Lyon, parce que la réalité, c'est que je ne pense pas simplement à ce que nous pouvons conquérir nous seuls, socialistes, mais ce que nous pouvons conquérir avec les autres. Et ce pourquoi je me bats depuis 2 ans. Depuis que je suis premier secrétaire. Ce n'est pas pour simplement me poser chaque matin la question de savoir ce qui rentre dans la case socialiste. Non, je me bats pour qu'on constitue un bloc social, écologique, démocratique, féministe, qui permette d'être une véritable alternative à Marine Le Pen, à Emmanuel Macron, et qui porte une espérance nouvelle. On vient de parler de climat et de la Convention climat. Mais qu'est-ce qui peut faire que ces idées-là avancent et soient demain portées ? Les idées, elles n'avancent pas toutes seules. Il faut des gens pour les porter. Et donc, je souhaite que ce bloc se crée, et je souhaite
qu'à l'occasion de ces municipales, eh bien, on affirme ensemble quelque chose de très important qui puisse nourrir la suite. Parce que, vous l'avez compris, je ne souhaite pas qu'on s'arrête aux municipales. Vous avez fait beaucoup d'efforts d'ailleurs dans ces municipales pour trouver des terrains d'entente dès le premier tour dans certaines villes avec les Verts. Donc on voit bien que vous avez été aussi à la manœuvre dans cette stratégie qui prépare la présidentielle. Par contre, il y a un certain nombre de villes où ça ne s'est pas passé comme vous auriez probablement voulu. Je pense par exemple à Lille, Strasbourg ou Dijon, où il n'y a pas eu d'alliance de second tour entre les Verts et le PS. C'est la faute aux anciens barons socialistes ? Non, mais il ne s'agit pas de dire que c'est la faute de... C'est le fait que, d'abord, il y a toujours un arbre pour cacher la forêt. Et donc, il y a bien sûr quelques exceptions qui existent et qui sont liées à des sujets locaux. Mais ce que je retiens, c'est la dynamique qui est créée, malgré tout, par toutes ces villes où nous sommes ensemble. Il y a 26 villes dans lesquelles les socialistes sont en tête et portent les couleurs de la gauche et de l'écologie. Il y a 10 villes derrière lesquelles nous sommes derrière les écologistes pour ce combat. Et partout, il y a l'espérance d'une victoire. Et donc, je trouve ce moment passionnant parce que on voudrait toujours tout ramener à des sondages. Et ça. Là, vous avez quelque chose de clair. En fait, c'est pas un sondage, c'est la réalité. Vous avez en fait l'affirmation d'une volonté et j'espère que notamment les plus jeunes viendront voter parce que c'est aussi à eux qu'il faut s'adresser maintenant et leur dire c'est votre avenir maintenant qui est en cause et c'est vous qui vous êtes levés pour la question. On parle d'une génération de climat. Eh ben, cette génération-là, elle doit bien voter dimanche. Olivier Faure, vous disiez vouloir regarder plus loin que les élections municipales. Regardons l'élection présidentielle de 2022. Et ce sondage IFOP, on va quand même parler d'un sondage où, eh bien, au premier tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont au coude à coude, loin devant au premier tour. Et loin derrière, il y a Jean-Luc Mélenchon à 11%, Yannick Jadot à 8%. Pas de trace du Parti socialiste. Qui peut représenter la gauche en 2022 ? Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, vous remarquerez quelque chose, c'est que c'est toujours la même histoire. En fait, on fait un sondage sur les présidentielles alors qu'on est à quelques jours des municipales. Mais vous disiez vouloir regarder plus loin. Ouais. Oui, non mais regardez plus loin et je vais vous répondre vraiment. Mais quand même, c'est quand même une bizarrerie, non ? Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'étonnant à ce qu'on sorte comme ça un sondage présidentiel comme pour faire oublier ce qui va se passer dimanche et qui va être un désastre électoral pour La République En Marche et pour le président de la République. Et donc, il y a un écran de fumée qu'on vous projette là au milieu et qui ne rime à rien. On sonde quoi ? On sonde d'abord une gauche divisée. Mais moi, je me bats pour que la gauche ne soit pas divisée à l'élection présidentielle. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je souhaite qu'il y ait un candidat unique pour la gauche et pour l'écologie et qu'on puisse se mettre d'accord sur son identité, d'abord sur un projet, puis sur son identité pour qu'on puisse justement y aller ensemble. Et si on crée la dynamique, ben ça change tout. C'est un peu comme si pardon de faire de la cuisine 2 secondes, mais pas électorale, la cuisine tout court. Quand vous allez en fait quand vous faites la cuisine, eh bien vous avez des ingrédients. Si vous prenez un ingrédient, bah, vous vous dites, c'est pas grand-chose. Et puis, c'est le mélange de ces ingrédients qui fait finalement votre recette. Eh bien, quand on teste les ingrédients les uns à côté des autres, ça ne donne pas grand-chose. Quand vous les mettez ensemble, là, effectivement, ça prend. Et c'est cette dynamique-là qu'il faut créer. Et c'est à ce moment-là que vous verrez, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les municipales, c'est qu'il n'y a pas de République En Marche, il n'y a pas de Rassemblement national, il y a au contraire une gauche écologique rassemblée et qui gagne. Et le candidat de cette gauche écologique rassemblée en 2022, ça peut être un candidat socialiste. Je vous pose la question parce que la dynamique, vous êtes en train de la créer, mais les Verts voulaient dominer le PS de la tête et des épaules dans ces municipales. En fait, on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Ils ont des bons résultats, mais le Parti socialiste résiste quand même très bien. Est-ce que ça peut changer la nature de l'Alliance pour 2022 et remettre le PS en tête ? Moi, je ne veux pas penser comme ça. C'est-à-dire que si on commence à se dire d'où tu viens et c'est comme ça que je te juge, on est sûr de ne pas y arriver. Moi, c'est pas d'où tu viens, c'est où tu vas. Et on verra bien le moment venu, celui ou celle qui est en mesure de l'emporter. Ça, il y a des choses qui s'imposeront peut-être même d'elles-mêmes. Et très bien. Moi, j'ai pas d'action. En fait, je considère que la seule action que nous ayons à avoir, c'est d'écouter les Françaises et les Français, de voir ce qui se dégage et d'accepter l'idée que, pour une fois, il va falloir mettre les égoïsmes partisans dans notre poche. Et que la question, c'est pas de savoir si je fais plus que toi, etc. Ce combat-là, il ne m'intéresse plus. Je ne veux pas vivre ça. Et je me réfère souvent
à Jaurès et à un congrès alors ça n'intéresse peut-être personne, mais qui a eu lieu en 1905. Et à ce moment-là, il y avait 7 partis dans le mouvement ouvrier qui se faisaient concurrence. Ces 7 partis-là se tapaient tellement dessus qu'aucun n'arrivait jamais au pouvoir. Et ce jour-là, en 1905, justement, grâce à Jaurès, eh bien, ces gens-là se sont retrouvés. Merci. Et ils se sont... Voilà, pendant un siècle, nous avons vécu. Et c'est grâce à eux que nous avons l'État-providence aujourd'hui en France. Merci, on verra qui sera le Jaurès de l'Union de la gauche au XXIe siècle. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup Stéphane Vernet d'avoir mené cette interview. Tout de suite, le Club des Territoires. La Mutuelle Nationale